ça m'enforce. Bon, en général, depuis quelque temps, je résume la partie sur ce qui se passe au-delà du mur en premier, mais là je vais garder ça pour la fin parce que c'était génial. Et on va commencer en parlant de Daenerys parce que une fois de plus, ce qui se passe de son côté, c'est très indépendamment du reste. Hein, ça change pas. Et elle s'apprête à affronter la cité de Yunkai, si je me souviens bien, contre ceux qui la protègent. Et notamment, il y a une troupe de mercenaires, 2000 mercenaires, qui s'appellent les Puinés, qui ont été engagés pour ça. C'est comme ça que c'est traduit en VOST. J'imagine que c'est la traduction française. Il me semble que c'est Sigonborn, le nom original. En tous les cas, ouais, les Puinés sont un peu sur le qui-vive. Elle se dit, Daenerys, qu'elle va peut-être essayer de les mettre un peu à son compte, et elle invite les trois dirigeants, dont un qui s'appelle Daario, qui est le plus sophistiqué du groupe. C'est quelqu'un qui respecte un petit peu plus les femmes. Elle, il juge que une femme, ça peut être son objet comme ça, du moment qu'il a de quoi payer, et pour lui, il faut la mériter. Et si je précise ça, c'est parce qu'à côté de ça, on a affaire à une espèce de gros rustre, bien sexiste comme il faut, qui juge toutes les filles comme des possessions, des futures possessions à avoir pour lui, et l'autre qui est une espèce de chef d'armée typique, pas très subtil. Donc voilà, il y a ces trois-là qui viennent la voir. L'entretien se passe pas super bien, surtout avec le connard sexiste qui se la ramène et qui emmerde un petit peu Daenerys qui se force à se contenir. Et après une petite discussion entre eux dans leur camp, ces trois-là, en se disant oui, on va les combattre, mais la meilleure chose à faire, c'est pas de les combattre directement parce qu'ils sont quand même un petit peu en surnombre par rapport à nous. On va essayer de faire une petite attaque furtive en pleine nuit pour la tuer direct elle, et en jouant à pile ou face avec des pièces de monnaie. Alors c'est Daario qui perd, et on fait une petite ellipse au moment où dans la nuit il se faufile dans le camp sans se faire repérer, et où il tient un petit peu la traductrice qui travaille pour Daenerys maintenant, sous sa lame, en lui disant écoutez-moi, et si vous criez je la tue, etc. pour bien se faire voir, en fait, pour attirer son attention, parce qu'en fait il a été subjugué par cette femme, semble-t-il, et il veut travailler pour elle, alors que les deux autres voulaient pas. Et ce qu'il a dit, c'est que merde, j'ai pas envie de la tuer, j'ai envie de suivre un petit peu ce qu'elle fait, alors je les bute. Et apparemment noblement aussi, parce que il les a pas tués d'un coup d'épée dans le dos ou quoi que ce soit. Je dis, j'ai sorti mon épée, on se bat, et puis bon, un contre deux, il a réussi à les tuer. Et grâce à ça, maintenant, il lui promet son armée de 2000 hommes en plus pour aller avec elle. Punaise, ça s'arrête pas de se bâtir, hein, l'armée qu'elle a, Daenerys. Elle va voir combien de personnes d'ici la fin. Entre 3 dragons, 8000 illuminés, 2000 puinés maintenant, elle les cumule, hein, ça va, elle est confortable celle-là, hein, ça se passe bien pour elle. Et ouais, il y a un passage que j'ai apprécié là-dedans, lorsque le mec vient lui proposer ses services, et où elle va pas directement accepter comme ça. Elle sait se montrer digne alors qu'elle est en train de prendre un bain. Et c'est le genre de choses que j'apprécie, parce que une scène de nu n'a pas à être forcément érotique, n'a pas à attirer l'œil juste pour dire « Ah, regardez, on montre une femme à poil ». Des fois, c'est pas gratuit, ça. Des fois, ça peut avoir un poids de faire ça, et j'apprécie quand on le fait. Parce que ça montre que c'est pas juste pour attirer l'œil pervers, hein, les scènes de nu. Là, elle sait qu'elle est dans son plus simple appareil, mais elle garde sa dignité, et c'est bien montré dans le fait que ça ne dérange pas d'être nue pour se montrer face à cet homme, en tant que dirigeante, et en exigeant un petit peu qu'il lui jure fidélité. C'est un bon moment de la part de Daenerys où elle appuie bien son autorité, que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon, voilà, elle a un nouveau prétendant, Daario. Comment Jorah va le prendre? Parce qu'on sent clairement que Daario, s'il suit Daenerys, c'est parce qu'il a un petit peu des vues sur elle. Mais il veut y aller à la noble. C'est-à-dire que, ouais, j'ai des vues sur vous, j'ai envie de mériter votre affection, etc. Mais on sent qu'il a un petit peu envie de se la faire, quoi, sur le long terme, ce gars. Donc j'ai le sentiment que Jorah risque d'avoir une petite crise de jalousie par rapport à ça, ou peut-être pas, nous verrons. En tout cas, ouais, c'était un passage pas mal, qui faisait bien progresser la chose, bien progresser le conflit. Et donc, apparemment, Yunkai est encore un petit peu plus dans la merde, hein. C'était pas mal, ça. Donc, il va se passer 2-3 petites choses, mais pas tant que ça. Ça, c'est une chose qui va bien plus dans cet épisode. On s'éparpille pas tant que ça. Il y a quoi qui se passe? On a une petite scène rapide avec Arya
où elle est emmenée par la... le limier. J'ai toujours pas son nom, je suis désolé. Faudra que je retienne son vrai nom à un moment donné, ce type-là. Où au début, elle essaye de se débattre un petit peu parce que, à nouveau, elle a une assez piètre opinion de lui par rapport à ce qu'il a fait à son ami fils de forgeron, mais en le côtoyant un petit peu, elle commence à baisser sa garde, entre guillemets, avoir un petit peu plus de respect pour lui, en démontrant que elle aurait pu tomber sur bien pire. Comme quoi, il y a des gens que ça gênerait pas de violenter une fille de son âge, voire de la violer tout court. Et oui, lui, c'est pas son genre, quoi. Il irait pas jusque-là. Il raconte même un petit peu ses faits lorsqu'il a protégé Sansa, lorsqu'il était dans la garde, dans la saison 2. C'est bien ça. Ça essaye de montrer un petit peu ce qu'il a fait, comme quoi c'est pas seulement une ordure pour elle. Et le sentiment qu'elle est un petit peu réceptive à ça. Sachant qu'en plus, il se dirige pas bêtement vers Port-Réal pour l'amener à Joffrey, mais il se dirige vers l'endroit où va y avoir le mariage d'Edmure et la fille Frey auquel vont assister Robb et compagnie. Donc il s'apprête à la rendre à Robb et à sa mère, moyennant rançon, bien entendu. Ce qui est logique, hein, parce qu'il a déserté son coin, je ne verrais pas pourquoi il reviendrait auprès de Joffrey pour ça. Il est assez fidèle à ses principes, quoi. Parce que bon, en fait, je dis ça, mais il aurait très bien pu revenir avec cette récompense sous le bras. Je pense qu'il aurait été pardonné pour ses crimes. Et donc, il aurait peut-être eu un meilleur statut. Mais il a laissé tomber Joffrey et la garde de Port-Réal. Il s'est dit, merde, je les emmerde, ceux-là. Et il tient un peu sa parole. Il reste un peu fidèle à ses principes. J'aime bien ce personnage, honnêtement. On va avoir un autre passage avec Stannis, un truc un petit peu long, où Gendry est enfin ramené dans le camp de Stannis, et où il ne sait pas exactement ce qu'il attend parce qu'on s'apprête à le sacrifier pour utiliser son sang royal. Alors je ne sais pas pourquoi ça doit être un sacrifice alors que la première fois ils ont juste copulé et puis elle a fait naître un machin de son vagin. J'imagine que c'est parce qu'il est seulement à demi sang royal. C'est-à-dire les dieux font gaffe à l'ascendance forte, c'est-à-dire si c'est quelqu'un de la haute société ou si c'est une fille commune. Je ne sais pas, c'est pas grave. Mais bon, donc en gros ce qu'il prévoit c'est un petit peu de sacrifier ce type. Gendry. Il y a même Mélisandre qui nous sort une petite métaphore par rapport au fait que oui, quand un agneau on veut le tuer, on sort pas son couteau devant lui en se montrant un petit peu, hargneux envers lui. On essaye d'être câlin avec lui pour le tuer par surprise, comme ça la viande sera plus tendre. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Son sang sera plus efficace si on le traite bien, s'il croit qu'il est en sécurité. J'aime bien le lien, hein, c'est intéressant. Mais voilà, Stannis, on montre une fois de plus, ça a déjà été montré avec sa fille avant, que c'est pas juste un mauvais bougre qui cherche juste le pouvoir maintenant, mais il a un petit peu de scrupules à faire ça. Et c'est pour ça qu'il vient parler à son chevalier oignon qui s'appelle, faut que je retienne son nom aussi à celui-là, parce qu'apparemment il va avoir beaucoup plus d'importance que ce que je croyais. Il s'appelle donc Devos, ou Davos, une fois de plus j'écris comme un pied. Donc il vient le voir en discutant un petit peu de ce qu'il a fait, alors qu'il y a une petite scène très sympathique, très jolie par rapport à ce qui a été montré avant, où il commence à apprendre à lire un peu de lui-même. Il sent un peu tout fier parce que c'est un truc qu'il a instigé avec la fille de Stannis. C'est mignon ça, c'est mignon ce petit passage. Mais oui, Stannis vient le voir et essaye un peu de discuter avec lui en montrant assez indirectement que ce qui s'apprête à se faire, il n'est pas pour. C'est quelqu'un qui a un certain code d'honneur, malgré tout ce qui est dit. Et tuer un mec innocent, Gendry, qui n'a absolument rien fait contre lui, ça l'embête un petit peu. C'est pour ça qu'il en discute un petit peu avec Davos et qu'il se met un petit peu d'accord, ils semblent se mettre un petit peu d'accord, et histoire de leur montrer la vraie puissance, la véracité du dieu, de maître de la lumière qu'il vénère, et ben elle décide de pas le tuer tout de suite, de pas le sacrifier. Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne le sacrifie pas tout de suite, Gendry, même si on dirait que ça commence comme ça. Histoire d'être un petit peu énigmatique. Ah, vous croyez qu'elle va faire ça? Mais en fait, elle fait ça. On vous a bien eu. Et ouais, ce qu'elle fait, en fait, elle l'attache à un lit. Je me disais, tiens, est-ce qu'elle va le baiser à mort? Parce que ça a l'air bien parti pour ça. C'est un peu ce qu'elle a fait avec Stannis. Bon, pas jusqu'à mort, mais apparemment, elle l'a bien épuisé, semble-t-il.
pour avoir son futur monstre, etc. Mais non, là, c'est pas la même chose. Ok. C'est différent, il y a plusieurs sorts différents, très bien. Et ce qu'elle fait, en fait, elle utilise des sangsues pour sucer son sang. Alors, à des endroits stratégiques, plus ou moins. C'est un petit peu bizarre les choix qu'elle fait. C'est-à-dire quoi, à son... un de ses tétons au niveau du ventre et au niveau de la... Au moment, bien entendu, où il était un petit peu chauffé par leur début de séance sexuelle, parce qu'elle a commencé un petit peu à faire ça. Donc oui, ça va pas être agréable, hein. Ça va pas être très agréable, hein. Je me mets un petit peu à sa place. Et ouais. Grâce à ça, les sangsues ont inspiré un petit peu de sang royal et Stannis lance une petite malédiction, un sort, envers les 3 souverains qui sont contre lui, c'est-à-dire dans l'ordre Robb, puis le chef Greyjoy, je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus de son nom, et Joffrey. Voilà, dans cet ordre-là, ça me paraît un petit peu important à préciser par rapport à un truc qui va pas tarder à se passer, il me semble. Et ouais, donc ça se termine là, c'est intéressant. À nouveau, les capacités du maître de la lumière, ce que veut Mélisandre, ça reste un petit peu énigmatique, mais c'est pas pour me déplaire, hein, c'est toujours sympathique. J'espère que juste qu'on aura une réponse satisfaisante à ce qu'elle veut, etc. Mais voilà, c'était un bon petit moment qui développait pas mal le personnage de Stannis, j'avoue. C'était vraiment sympa. Il reste déjà plus que 2 segments à voir, comme quoi, ouais, c'est moins éparpillé en matière de morceaux d'art que cet épisode. C'est pas pour me déplaire du tout. Autour de Port-Réal et de Tyrion et Sansa qui s'apprêtent à se marier. Et ça leur fait vraiment pas plaisir, hein. Ils commencent, ils se préparent pour la cérémonie, et on sent, mais c'est l'anti-joie, de la part de tout le monde en fait, mais vraiment de tout le monde. Personne n'est content, à part une personne, Joffrey, qui fera bien son connard, j'y viendrai un petit peu à ça. Et voilà, il y a Tyrion et Sansa qui se préparent, ils ont une espèce de pseudo-compréhension l'un de l'autre, où Tyrion essaie de se montrer gentil avec elle, parce que ouais, il a conscience que ce qui lui arrive, c'est pas de sa faute. Et Sansa aussi, Sansa, vraiment, elle endure ça, et j'ai de la peine pour elle dans cet épisode, où elle essaye vraiment de faire bonne figure, de rester un peu distinguée, en dépit du fait qu'elle s'apprête à vivre quelque chose qui l'emmerde, mais profondément. Et ça mène donc une cérémonie où... personne n'est content, il n'y a que Marjorie qui essaie de de faire passer quelque chose de positif, en dépit du fait que ça a pas l'air non plus de la réjouir grandement, hein. Mais bon, elle essaie vraiment de faire bonne figure, hein. Elle reste très constante à ce niveau-là, elle essaye même de s'approcher un petit peu de Cersei, vu qu'elle va pas tarder, elle aussi, à épouser son frère, et Cersei le prend, mais alors pas du tout bien, hein, vraiment pas du tout bien, parce qu'elle lui raconte un petit peu la légende de Reine. La famille Reine, c'est une légende qui est chantée à plusieurs reprises, régulièrement au château. Les Reines, c'était un petit peu la seconde famille riche dans les Tyrell. Et ils avaient tellement d'ambition qu'ils ont voulu dépasser les Lannister, mais ils ont fini par se faire laminer comme des merdes, et maintenant on n'en a plus parlé d'eux, ils se sont fait complètement détruire. Et c'est l'histoire de dire, vous savez quoi, je vous un petit peu dans votre jeu. Espérez pas faire copine avec moi, ma petite. Donc elle se dit, Marjorie, ok, je crois que c'est plus trop la peine. Il y a même Loras, à un moment donné, durant le mariage, qui essaye de se rapprocher un tout petit peu d'elle, histoire de nouer un petit quelque chose, pas forcément d'amour, mais histoire de dire, on vit peut-être quelque chose de commun, on pourrait peut-être s'épauler dans notre peine. Et non, elle veut rien entendre, elle est vraiment du genre, je vais avoir une vie de merde, je veux personne pour être gentil avec moi dans ce cas-là. Ouais, donc le mariage commence et la personne qui s'en réjouit le plus, c'est clairement Joffrey. Et il se prive pas de venir afficher ça devant Sansa. Déjà, dès le début, la personne qui doit porter Sansa vers son mariage devant le prêtre, ça peut pas être Eddard puisqu'il est un petit peu mort, et donc c'est le père du pays qui doit faire ça, le roi, par sa fonction, et donc ouais, il prend un malin plaisir à voir que leur vie va vraiment être pourrie suite à ce mariage. Il fait même son petit coup de pute à Tyrion au moment où il arrive à l'hôtel, en lui enlevant son petit escabeau pour pouvoir se mettre à la taille de Sansa, histoire qu'il passe un petit peu pour un idiot auprès du public et qu'on se moque de lui.
Ah oui, hein, vous savez parfaitement le rendre antipathique, ce personnage. Mais vraiment, hein, c'est un dessin et je trouve ça très fort. Vraiment, il est détestable, c'est fait pour et ça marche très bien. Ça marche très bien. Le personnage détestable, comme, comme on l'adore détester. Vraiment. C'est... je trouve qu'il est super, super bien rendu dans sa personnalité, dans ce qu'on veut faire de lui, Geoffrey. Mais ouais, donc le mariage se fait et c'est l'anti-joie une fois de plus. Tout le monde est misérable. Et on essaye de faire un côté un peu festif, mais Tyrion se beurre la gueule, Sansa est complètement dépressive. J'ai bien entendu, elle le vit pas super bien dans son coin, personne ne vit bien. Il y a alors la reine des épines. On a un petit peu voulu ne pas avoir retenu son nom. Je vais essayer de le retenir par la suite. Elle s'appelle Olenna. Il y a la grand-mère Tyrène qui se fait appeler, surnommée la Reine des Épines, qui, je le dis, est un bon personnage, bien réussi pour l'instant, et qui fait un petit commentaire sur ce que ces futurs mariages vont apporter comme lien. C'est-à-dire une seconde, Marjorie, ça veut dire que Loras veut devenir à la fois ton frère et ton beau-père, et que Cersei sera à la fois ta belle-sœur et ta belle-mère. Alors qu'on y réfléchit, c'est vrai que c'est assez marrant, les liens qu'on peut créer par rapport à ça. Ça m'a rappelé une scène de Once Upon a Time que j'ai trouvé très drôle, et là aussi c'était très drôle, lorsqu'on fait un petit peu le lien par rapport aux nombreux mariages, aux nombreux liens qui se font, c'est assez drôle. Et voilà, tout le monde est pas content, il y a une ambiance pas géniale, il y a que Geoffrey qui prend un petit peu son pied, surtout un peu plus tard en venant narquer davantage Sansa, et en proclamant qu'il est temps de faire la cérémonie du coucher, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tradition du coucher, enfin bref, le truc que je connaissais déjà parce que j'avais vu Règne et quelques autres séries un petit peu d'époque par rapport à ça, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se marie, lorsqu'une fille se marie, pour prouver qu'elle est bien vierge, il faut qu'on la baise devant tout le monde, hein. Il faut que la première pénétration du mari se fasse devant tout le monde pour qu'on se rende bien compte qu'elle est bien vierge, qu'il l'a bien dépucelée. Ça se fait, hein, là je suis totalement d'accord, je savais que ça se faisait. Mais voilà, il insiste un petit peu pour bien foutre davantage la honte à Tyrion et Sansa, et Tyrion finit par le prendre tellement mal qu'il lui fait une menace, du genre tu continues comme ça et tu devras consommer ton futur mariage avec une bite en bois. Mais avec le ton le plus méprisant qui soit, quoi. Et oui, il le prend super mal, Geoffrey, hein. Il essaye un petit peu de se rattraper, surtout après que Tywin lui remonte les bretelles en disant « Oh, excusez-moi, je suis sous. De toute façon, avec la petite bite que j'ai, hein, ce sera pas un spectacle. » Il essaye un petit peu de rattraper le coup en étant vraiment, complètement désabusé par cette situation. C'est un moment très fort, honnêtement. Je pense que c'est le moment le plus fort que j'ai vu jusqu'à présent. Alors je sais qu'il y a l'attaque de l'épisode 9 de la saison 2 qui était très bon là aussi, mais en termes de mentalité de personnage, de façon dont ils font passer leur psyché du moment, c'était super fort. Et il y a un petit moment après, à la fin, où ils se retrouvent dans la chambre conjugale, où ils doivent un petit peu faire ce qu'ils ont à faire, et où Tyrion se saoule d'autant plus. Sansa, c'est pas son genre, elle se saoule un petit peu parce qu'elle sait qu'elle est obligée d'y passer, en rappelant rapidement qu'elle est censée avoir 14 ans. Alors, ok, je veux bien gommer ça par rapport à la narration, mais c'est clair et net que l'actrice a pas 14 ans, hein, mais alors pas du tout. C'est histoire de bien poser le côté un peu morbide, un peu affreux de la situation pour le personnage, mais Tyrion ne peut pas se lancer là-dedans, se dit merde, je peux pas, donc je ne coucherai avec vous que si vraiment vous m'y autorisez, si vraiment vous en avez envie. Et si elle dit, et si j'en ai jamais envie, eh bien, à moi la garde, alors. Genre, il est prêt à complètement obéir à ses vœux de ne pas coucher avec lui, même si apparemment ça le ferait aller au mur. C'est assez fort, vraiment. On voit le côté, une fois de plus, complètement désenchanté des personnages qui se retrouvent un peu là-dedans et qui ne s'en veulent pas l'un à l'autre, ils s'en veulent juste à la situation. C'est très fort, ça. J'ai beaucoup apprécié. Très, très, très bon moment. Sans doute, pour l'instant, mon passage préféré de la série. Je le dis sincèrement, comme je le pense. Et c'est pas terminé parce qu'il y a un autre passage que j'ai trouvé très bon aussi, autour de Sam, parce qu'on va revenir à Outre-Mur et c'était, mais
génial, où il se pose un petit peu dans un espèce de cabanon abandonné, où il y a quelques corbeaux, corneilles. Je suis pas un spécialiste, on dit corneille, on parle de corneille à trois yeux, j'imagine que c'est les mêmes animaux, on va dire corneille plutôt que corbeau. Je suis pas zoologue, pas du tout spécialiste en zoologie depuis que vous me connaissez, vous devriez le savoir, je pense. Et ouais, il y a un moment très doux, très gentillé entre eux, où Sam essaye vraiment d'engager la conversation sans la brusquer d'une quelconque façon. Il a l'air d'être un peu attaché à elle, on sent qu'il a un petit peu le béguin pour elle, mais jamais il oserait avoir l'audace d'aller un peu loin, quoi, sans qu'elle montre son consentement. Et il y a un passage assez mignon où ils discutent entre eux, où il montre qu'il n'est pas très habile de ses mains pour se débrouiller dans la nature, et où elle essaye de le rattraper un petit peu, où il montre qu'il parle de façon un peu plus sophistiquée, et elle se sent un peu prise de haut pour ça, mais il s'excuse, c'est la façon dont il parle, et ils finissent par discuter de quel prénom elle voudrait donner au bébé. Parce qu'elle n'y a toujours pas réfléchi et elle n'a pas eu l'occasion de connaître beaucoup de mecs. Et donc elle ne connaît pas beaucoup de noms de garçons. Et ils en discutent un petit peu. C'est un moment très, très gentil entre ces deux-là. Vraiment, où on montre le côté très naïf, très, très doux de Sam, qui me plaît beaucoup. Vraiment, il brille bien dans cet épisode, et c'est rien par rapport à ce qui vient après, parce que les corbeaux autour du cabanon commencent à s'accumuler de plus en plus, et c'est là qu'il y a le fameux marcheur blanc qu'on a vu à la fin de la saison 2, il me semble que c'est le même, parce que je sens qu'il y en a plusieurs en fait, comme ça, et qui se pointent, parce que apparemment c'est vraiment un dû pour eux, de prendre les enfants garçons nés, c'est un contrat, il faut les prendre, et donc ils ont beau se barrer, je viens de prendre cet enfant, il y a Sam qui se dresse devant lui, en dépit du fait que c'est un piètre combattant, mais il se dresse devant lui avec son épée, sans trop savoir quoi faire, le mec, paf, j'agrippe ça, je la fais éclater en morceaux, j'ai des super pouvoirs de la mort qui tue, je l'envoie valdinguer d'une claque, il s'approche de l'enfant, et Sam, en bon gros héros, se jette dans l'action avec l'espèce de lame je sais plus comment ça s'appelle en Onyx ou j'ai plus trop quoi qu'il avait trouvé il y a plusieurs épisodes de ça dans la saison 2. Il se jette derrière lui plante dans le dos et il se désagrège. Ouah, c'était trop génial. J'ai adoré. On voit le courage de Sam, d'un mec qui est pas fait pour le combat et qui arrive à se faire valoir en partie parce que on le juge comme étant minable en fait. C'est clair et net. En tout cas, de ce que je ressens des yeux du marcheur blanc, que c'est un mec tellement minable à ses yeux qu'il en vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine que je perde du temps à tuer ce type-là. Et ben, dans ta gueule, marcheur blanc, il te tue par derrière. J'ai adoré ça. C'était super bon. Et ils finissent par se barrer alors que les corbeaux se font super nombreux dans le coin. Et c'était un moment super fort. Vraiment, ce moment d'héroïsme de Sam était super bon, et le moment autour du mariage Tyrion-Sansa était super bon. Le reste était bien fait. C'était un épisode génial. J'ai quasiment rien à redire. Je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est mon épisode préféré de la série. Vraiment, parce que ce que vous avez fait autour du mariage Tyrion-Sansa était super prenant, ça respectait super bien les personnages, et c'était très fort, je trouve. Et ce que vous avez fait autour de Sam, c'était... tellement tripant, j'adorais. Et le reste était pas mal, vraiment bien fait. Super. On verra, peut-être que ça va aller encore plus haut par la suite. Nous verrons bien, en tout cas, à bientôt pour l'épisode 9. Bye.